Le postpartum est une période cruciale, mais souvent passée sous silence. C'est une phase délicate de la maternité où les changements physiques et émotionnels peuvent être déstabilisants, mais dont on ne parle pas assez. Mon invité d'aujourd'hui, Michèle Gonto, sage-femme et maman, a décidé de lever le voile sur cette période à travers son expérience personnelle. En tant que professionnelle de la santé et mère, elle va nous éclairer sur les réalités du postpartum et comment surmonter les défis qui y sont liés. Bonjour, je suis Delali Damessi et je vous accueille dans le premier podcast africain dédié à la parentalité. Ici, je reçois des femmes, mais aussi des hommes qui ont accepté de nous partager leurs histoires de parents ou de futurs parents, sans tabou et sans filtre. Nous écouterons leurs témoignages, leurs joies, leurs peines, leurs défis, leurs conseils, pour vous permettre de vous informer, de vous rassurer, de vous aider, de vous émouvoir ou encore de vous réconforter. Bienvenue chez Baby Mams, le podcast à la fois instructif, authentique et décomplexé sur la parentalité d'aujourd'hui. Kiabi en ferait toujours plus pour les familles. Pour celles qui accueillent la vie et ceux qui grandissent à toute vitesse, Kiabi vous accompagne avec sa collection maternité et bébé. Que ce soit pour vous ou pour votre petit bout, Kiabi vous propose des incontournables comme le Dorbien 100% coton à partir de 3500 francs. Parce que votre famille mérite ce qu'il y a de mieux aujourd'hui et demain. Kiabi en fera toujours plus pour les familles. Retrouvez vos magasins Kiabi près de chez vous à Abidjan, Dakar, Douala, Brazza, Libreville, Ouaga et sur nos réseaux sociaux Kiabi Africa. Kiabi, la mode à petit prix. Michèle, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à mon invitation. Tu es une sage-femme rockstar dans l'univers ivoirien, une sage-femme chouchou des Ivoiriens et ailleurs, en Afrique. On te suit sur ta page Case Maternelle, la Case Maternelle. Et aujourd'hui, voilà, on va parler de cette période du postpartum dont on ne parle pas assez, je trouve. Et tu es une spécialiste du domaine. Mais avant toute chose, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas. D'accord, je suis Michèle Gonto Kwame et je suis sage-femme. Voilà, je suis maman de 3 garçons. 3 garçons, tu peux te dire les âges? 3 garçons, on a Samuel qui a 11 ans, Elishama qui a 3 ans et Eliram qui a 2 mois. Waouh, ok, mom of boys. Ok. C'est ça. Alors, Michèle, déjà, moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi cette période est autant passée sous silence, le postpartum, pardon. On nous parle de l'accouchement, on nous prépare à l'accouchement, on nous prépare à... Oui, on se dit, voilà, vous allez faire les cours de préparation à l'accouchement, tout ça, mais le postpartum, c'est-à-dire ce qui vient après. Parce qu'en plus, le mot fait peur. Postpartum, on sait même pas... les noms bizarres. C'est là. gros. C'est gros mot comme ça, postpartum, mais en fait, finalement, on sait pas vraiment... Moi, je pense que mon postpartum... C'est sur le tas que je l'ai découvert. J'ai découvert et encore, pas tout. Je pense qu'il y a d'autres choses que j'ai pas. Quelques éléments du postpartum. Alors, pourquoi c'est aussi négligé, j'ai envie de dire? Pourquoi on n'en parle pas autant? Je pense que c'est juste parce qu'on se focalise beaucoup plus sur l'arrivée du bébé, la femme enceinte. On est beaucoup plus focalisé sur comment faire pour que bébé, maman rentre sain et sauf à la maison. Après, comment ça va se passer? C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Ouais. Et ça a été pareil pour moi. Avant de devenir sage-femme, j'ai eu une première maternité, mais ça a été catastrophique. Le postpartum, c'est allé dans tous les sens et ça m'a même fait renoncer à la maternité à l'époque. J'ai dit, alors, justement, tu vas nous raconter. Oui, j'ai dit, mais moi, je ne vois pas en quoi est-ce qu'avoir être maman, c'est magnifique, comme on le dit, parce que j'ai trop galéré, j'ai trop souffert. C'est ça, parce qu'on nous vend un peu du rêve. J'ai envie de dire, une fois que tu auras ton bébé sur toi, tu vas tout oublier et tout, mais c'est là que ça commence. Oui, le vrai tout match à fait. commence, j'ai envie de dire. Le postpartum, ça n'a rien d'être simple. Même maintenant, en tant que sage-femme, c'est pas que c'est devenu simple, mais c'est juste que je le vis beaucoup mieux. Oui, c'est ça. Parce que je suis mieux informée. Quand tu étais, ta première maternité, tu étais déjà sage-femme? Non, pas encore. Non. Okay. Bon, raconte-nous ça. J'étais jeune étudiante à la recherche d'emploi. Alors, ma première maternité, déjà, c'est une maternité très difficile parce que je fais une grossesse sur des myomes et tout ça. Et donc, j'accouche, j'ai une césarienne. Donc, déjà, entre les douleurs post-opératoires, des tranchées qui survenaient sur les douleurs post-opératoires. Tu vois, on utilise des mots barbares. Tranchées, ça, quelqu'un qui n'est pas encore maman, la tranchée, c'est un truc de guerre. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer les tranchées concrètement? Parce que moi, je sais ce que c'est. Donc, les tranchées, c'est des douleurs qui vont survenir dans les jours qui suivent l'accouchement, qui sont liées à l'allaitement et à la remise en place de l'utérus. Donc, après l'accouchement, l'utérus doit reprendre sa place initiale. Donc, lorsque vous allez avoir encore des contractions, et ça fait mal. Et lorsque le bébé prend le sein, quand vous allaitez, ça fait encore
plus mal. Ah oui, je confirme. Donc, imaginez ces douleurs-là sur les douleurs post-opératoires. Et donc ça, tu n'étais pas au courant de ça? Non, j'en savais rien. Voilà. On t'avait rien. pas dit, madame, après la Zéro. césarienne, vous allez avoir Et ça. Zéro. Donc, qu'est-ce que tu as eu comme symptômes? Donc, les tranchées. Donc, j'ai eu les tranchées. J'ai eu les céphalées qui suivent après voilà, la césarienne. J'ai eu des maux de tête, sans compter les insomnies. Ah. Et puis, en plus, le manque de sommeil, même quand tu veux dormir, parce qu'on a choisi l'allaitement maternel exclusif. Donc, le manque de sommeil après, le manque d'appétit, après la fatigue intense. Après, tu commences à avoir peur. Est-ce que je vais réussir à m'occuper de ce bébé? Est-ce que je suis capable? Est-ce que plein de questions qui restaient sans réponse. Okay. Donc, j'avoue que le postpartum, mon premier postpartum n'a pas eu cette saveur à laquelle je m'attendais. Ça a été très, très compliqué. Et comment tu as géré, du coup, à cette période-là? Vu que tu n'étais pas sage-femme. Oui, je n'étais pas informée. Tu n'étais pas encore sage-femme. Est-ce que tu en parles à ton gynéco, à ton entourage? À mon kiko. Ah, vraiment on nous dit oui. Mais je l'ai trouvé au voulu parler de ça. Non, à l'époque, j'étais juste avec ma mère. Oui. Elle non plus, c'est vrai, elle avait ses informations, mais aujourd'hui, je me rends compte que bon, c'est vrai, la vie, elle voulait bien fermer. Mais c'est ça, parce qu'on nous dit oui, non, mais t'inquiète, avec la maman, la grand-mère, tout ça, ils ont leurs informations. Non, elles n'ont pas toujours la bonne information. Sinon, elles sont volontaires, elles veulent bien faire, elles sont bienveillantes, mais elles n'ont pas toujours la bonne information. Donc, je dois reconnaître que j'ai pas du tout bien géré. J'ai pas du tout bien géré. Ça a été, j'ai supporté. Tu as supporté. En fait. Voilà, j'ai survécu à mon premier postpartum. Okay. J'ai subi chaque jour. J'ai subi chaque jour. Ça n'a pas vraiment été... voilà, je suis heureuse d'être maman, je suis contente. Malgré... C'est vrai que c'est difficile, mais non, ça n'a pas du tout été ça, le premier postpartum. Et du coup, est-ce que ça t'a pas donné envie du tout. Tout de suite de Alors là, une maternité? Pas du tout. Vraiment, pour moi, c'est bon, quoi. Ça m'a pas donné du tout envie d'avoir une autre maternité. Mais quand je deviens sage-femme, je suis bien informée, beaucoup mieux préparée. Est-ce que c'est à cause de ça que tu deviens sage-femme ou pas du tout? Est-ce que si, c'est lié? C'est lié. Je deviens sage-femme parce que déjà, comme je disais, j'ai eu une grossesse très difficile. J'ai été hospitalisée plus de 7 fois. Ah oui? Oui. Et les douleurs ne s'arrêtaient pas, malgré les médicaments et tout ça. C'était très, très difficile de l'aller. Je me souviens que vers 5 mois, j'avais même demandé est-ce qu'on ne pouvait pas arrêter et tout ça, tellement je souffrais. Mais il y avait toujours une sage-femme qui avait un petit mot gentil, qui avait une petite... donc il y a des sages-femmes gentilles parce que tu tapes sur les sages-femmes. Nous, les sages-femmes, les gentils, on est plus nombreuses que les méchants. Je sais que les gentils, là, vous êtes... Vraiment, le reste, c'est des exceptions. Non, sérieux. C'est juste qu'on voit beaucoup plus... On voit beaucoup plus relayer la tache noire que la blanche. Sinon, les gentils, nous sommes nombreuses. Non, je sais que vous êtes nombreux. Moi, en tout cas, j'ai toujours eu affaire à des gentils sages-femmes. Oui, donc il y avait toujours de petites attentions, de petits mots gentils. C'est vrai qu'ils n'arrêtaient pas la douleur, mais qui me donnaient un peu de force. D'accord. Ok. Il y avait quelqu'un pour m'écouter. Quand je me plaignais, on m'a jamais dit tu exagères, c'est bon, faut te calmer. Donc, du coup... avec tout ce que j'ai vécu dans le postpartum, je me suis dit, écoutez, il y a forcément des réponses à toutes ces questions que je me suis posées. Donc, moi aussi, je veux pouvoir donner ces réponses à des femmes. Je veux pouvoir être une oreille attentive pour une maman. Je veux qu'une maman puisse compter sur moi. Et c'est comme ça que je mets ma maîtrise de droit au placard et puis je présente le concours pour devenir sage-femme. D'accord. Alors, quand est-ce qu'arrive ta deuxième maternité, du coup? Puisque là, tu es mieux préparée, puisque maintenant, tu es sage-femme. Comment tu te prépares? Alors, quand arrive la deuxième maternité, il faut dire que c'est pas plus facile que la première. J'ai toujours une grossesse difficile. Donc, hyperémèse gravidique, je vomis du premier... Voilà un autre mot barbare. Hypermésis gravidique. Hyperémèse. Hyperémèse. Moi, je n'arrive même pas à le dire. Donc, quand on vomit tout le temps. Oui, je vomis tout le temps. Je n'arrive pas à avaler un verre d'eau ou quoi que ce soit. Donc, je reste pratiquement couchée toute la grossesse. Mais là, ça se passe beaucoup mieux parce que je sais ce qui m'arrive. Oui. Je comprends ce qui m'arrive. Et j'arrive même à trouver quelques petites astuces pour pouvoir me porter mieux et tout ça. Et je suis beaucoup mieux entourée. Qu'est-ce qui te fatiguait le plus donc le fait les vomissements. Comment tu arrivais à gérer ça, par exemple? Alors, je me levais, avant de me lever du lit le matin, j'avais toujours un bout de pain à côté. Avant de me lever, je ne me levais pas l'estomac vide. Je mangeais toujours un petit bout de pain ou un petit biscuit sec, un truc comme ça avant de me lever. Moi, c'était le citron qui marchait. Je prenais
Croquet dans un citron. Et l'eau gazeuse aussi, ça marche. Donc, quand je prends le petit bout de pain, après ça, c'est bon, ça passe. Et puis voilà, de l'eau aussi avec du citron dans un verre d'eau tiède. Okay. Donc, j'arrivais quand même à manger 2-3 trucs, mais je ne m'alimentais pas correctement. D'accord. Il y avait les remontées acides aussi pendant la grossesse, c'était terrible. C'est mais là, j'ai découvert, il faut juste remarquer les aliments qui vous fatiguent. Oui. Et puis, ne jamais se coucher juste après avoir mangé. Ça vous payez ça cash. Ça fatigue. Ah, oui. Donc, j'avais des informations et puis j'étais beaucoup mieux accompagnée. Là, maintenant, j'étais mariée. J'avais mon époux avec moi qui était vraiment présent à 1000%. C'est important, ça. Oui, très important. Plus tard. Très important. Voilà. Et puis, j'accouche. Ça se passe beaucoup mieux. Donc, ton postpartum, là, ce deuxième postpartum, est-ce que tu avais encore les céphalées? Oui. Les tranchées? Oui. Ok, d'accord. Là le deuxième postpartum, j'avoue que les céphalées étaient telles que je m'enfermais dans le noir. Je demandais qu'on éteigne la lumière et tout ça. Et je me bandais les yeux. Wow. Je m'attachais les yeux très fort. Donc, je ne pouvais rien faire d'autre que de boire de l'eau et puis prendre un antalgique. Voilà. Donc, j'ai eu les céphalées sur pratiquement 6 jours. Ok. Et voilà, c'était pareil. Pareil pour les tranchées aussi. Mais la différence, là, c'est que je savais, que, voilà, ce qui est en train de se passer. Voilà. Là, donc, j'étais moins perdue. Tu avais toujours mal, mais tu étais toujours mal, mais j'étais moins perdue. Parce que ce qui est difficile, c'est quand tu as mal et que tu es perdu. Et que tu sais pas du tout qu'est-ce qui t'arrive. Tu sais même pas ce qui t'arrive. Est-ce que ça va t'emporter ou est-ce que... on sait pas, on ne dit pas. C'est vrai. Donc là, j'étais beaucoup mieux informée. Quand j'ai commencé à douter un peu de moi, tu pleures un coup, tu ris un coup. Est-ce que tu as eu justement, on parle de dépression postpartum, baby blues? J'ai eu le baby blues. Je l'ai eu même sur ma première maternité, je l'ai eu grave. C'est quand je suis devenue sage-femme que j'ai su que c'était... Mais justement, c'est vrai que ce mot baby blues, dépression postpartum, c'est de plus en plus maintenant, on sait ce que c'est, on en parle, mais avant là, on savait pas. Et même en Afrique, même c'est grave, parce qu'en Afrique, quand tu accouches, tu n'as pas le droit de te plaindre. Ah, c'est ça aussi, la pression sociale. On nous dit... Tu as tes plaintes pourquoi? Tu as eu un enfant. Tu as accouché. Enfant, là, c'est pas tout le monde qui gagne. Toi-même, au moins, tu as eu un enfant. Tu t'es plaint de quoi? Donc, tu n'as pas le droit de pleurer. Ah non, faut t'aider, on va avancer. Oui, c'est vrai. Et puis, toute l'attention aussi est concentrée sur le bébé. On oublie la maman. Oui, à la première maternité, je pleurais pour rien. J'étais très anxieuse. Je m'énervais pour rien. Et puis, je n'avais pas du tout confiance en moi. Je me demandais, est-ce que je peux retrouver ton corps? Est-ce que tu peux gérer ton bébé? Est-ce que je peux avoir assez de lait? Est-ce que je vais pas le casser en le prenant? Est-ce que j'avais très peur? Ça fait que... J'avoue que ça n'a pas été le grand amour dès le premier jour. Oui, c'est dès le premier jour. Tout ça, là, ces émotions. Et comme je disais, le côté émotionnel, le côté physique, tu dois gérer tout ça, plus un bébé. Waouh. Le côté émotionnel, c'est encore plus difficile parce que parfois, tu n'as même pas les mots. Tu trouves même pas les mots pour expliquer ce que tu ressens. Non, mais des fois, moi, j'ai entendu que c'était hormonal souvent. Oui, parce que c'est dû à la chute des hormones après l'accouchement. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Donc, on nous dit qu'on se plaint, on nous dit qu'on pleure pour rien et tout, mais en fait, on contrôle pas forcément. C'est ça, c'est clair. C'est clair, on contrôle pas. C'est pas comme si on faisait exprès. C'est ça, en fait, c'est ça. Et quand on est bien accompagné, je pense qu'au bout d'1-2 semaines, ça passe. Quand ça perdure, il faut consulter pour pas que ça débouche sur une dépression du postpartum qui est beaucoup plus grave que le baby blues. Donc, du coup, là, deuxième postpartum et le troisième. Ah, le troisième, c'est toujours aussi difficile. C'est toujours aussi difficile. Voilà. Ton bébé est tout petit, mais est-ce que c'est les mêmes choses que tu avais aussi pour les 2 autres postpartum? Les 2 autres postpartum tranchés. Parce que là, je te vois, tu shines. Est-ce que tu souffres aussi? On va dire peut-être d'expérience. J'avoue que sur ce bébé-là, les tranchées étaient moindres, mais les céphalées, ça n'a pas joué. Je pense que c'était pire que les premières. Maintenant, après aussi, peut-être que j'ai l'habitude. Et voilà, sur ce postpartum-là, j'ai vraiment décidé de prendre soin de moi, de m'assumer, de me donner du temps sans remords. Aujourd'hui, je n'ai aucun remords à laisser mon bébé à la maison et puis aller me faire un spa ou bien sortir avec mes amis. Non, je n'ai pas de remords pour ça. Ça ne fait pas de moi une mauvaise maman. Bien au contraire, un bébé a besoin d'une maman équilibrée. Tout à fait. Une maman qui se porte bien. Donc, sur ce postpartum-là, vraiment, je prends du temps pour moi.
Ça prend vraiment du temps pour moi. Alors là, on a parlé de ton expérience personnelle. On va revenir sur la généralité, sur les différents mots du postpartum. On a cité les tranchées, on a cité les céphalées. Tu as cité, qu'est-ce qu'il y a, on n'a pas parlé des crevasses quand on allait. Les crevasses, moi j'ai eu ça. Les blessures qu'on a, c'est ça, c'est des blessures qu'on a sur les tétons. Les crevasses, ça fait trop mal. Ça fait très très mal. Pourtant, c'est possible d'allaiter sans crevasses. Donc, on va prendre point par point. On commence. Donc, les tranchées, tu nous as dit, est-ce qu'il y a des choses pour soulager les tranchées, par exemple? On vous dira des bouillottes d'eau chaude et tout ça, mais bon, franchement, voilà. On va les subir. On va dire c'est un bien pour un mal. Ça dure combien de temps à peu près? Parce que parfois, si on fait un allaitement de 6 mois, on va pas avoir des tranchées. Non, du tout. Hein, c'est les premières semaines. On n'a pas dit la première semaine, les 10 premiers jours, les 2 premières semaines, et puis c'est bon. D'accord. Voilà. Céphalées, tu as dit dormir. Les céphalées, c'est pas pour tout le monde. C'est surtout pour les femmes qui ont eu une rachis, pour la césarienne et tout ça. Donc, dans ce cas-là, il y a rien à faire, juste un antalgique et vous hydrater, boire beaucoup d'eau, minimum 2 litres d'eau par jour et se reposer. D'accord. Les crevasses maintenant. Donc, les crevasses, quand on décide d'allaiter et que voilà, bébé tête beaucoup moins, Mathéo, je sais qu'il c'était grave, il arrêtait pas. Donc, le temps que je change d'un sein, je prends l'autre. J'étais blessée de l'autre côté. On m'a donné une sorte de pommade mais vraiment. Alors les crevasses, c'est juste le résultat de la mauvaise mise au sein. Oui. Donc, quand on met bébé au sein, quand on donne juste le mamelon au bébé, le mamelon étant très fragile, on finit toujours par avoir des crevasses. Je me rappelle pour mon premier postpartum, j'avais des crevasses graves. Et ma mère me disait, c'est comme ça que ça là. Dès que tu as l'aide forcée, tu dois avoir ça. Alors que pas forcément. Non, pas forcément. Sur mes 2 dernières grossesses, 0 crevasse. Pareil pour Malia, pour la deuxième, j'ai pas eu de crevasse. Faut juste faire une bonne mise. On m'a appris comment bien. Voilà. En fait, quand on donne à téter à bébé, faut faire en sorte que bébé prenne et le mamelon et l'aréole. Donc, l'aréole, c'est la partie noire qu'il y a autour du mamelon. Donc, pour ça, il faut vraiment faire en sorte que bébé ait la bouche grande ouverte avant de lui donner le sein. Donc, l'astuce, c'est vraiment de chatouiller la lèvre supérieure de bébé avec le mamelon, la lèvre inférieure, de sorte que bébé ouvre la bouche avant de lui mettre le sein dans la bouche. Donc là, on est sûr qu'il a bien pris le sein. Et puis, il a la lèvre inférieure qui est éversée. Et quand il déglutit, vous-même, vous entendez bébé en train de déglutir. Et il faut varier les positions d'allaitement. On n'est pas forcément obligé de faire la position de la madone en le tenant. Non, on peut l'allaiter, voilà, dans la position, le mettre par là. Si vous avez un coussin d'allaitement, le corps de bébé par derrière, énormément. Que Dieu bénisse la personne qui l'a inventé. Parce que même moi, que ce soit pendant la grossesse et après, je l'ai gardé longtemps, mon coussin d'allaitement. Je l'ai encore. Je pense que je l'ai eu depuis mon deuxième accouchement et là, je l'ai encore. Il sert, c'est vraiment utile. C'est vraiment utile. Donc, il faut juste faire une bonne mise au sein. Et puis, en prévention, on peut presser un peu du lait maternel juste après chaque allaitement et le mettre hydrater le mamelon. En prévention. Est-ce que les feuilles de chou, là, ça marche? On m'a dit qu'il faut mettre des feuilles de chou tièdes. Les feuilles de chou tièdes, ça, c'est surtout quand on a un engorgement mammaire. C'est pour désengorger le sein. Et puis aussi pour atténuer la douleur. Ah oui, mais ça, c'est un autre effet dans le postpartum, l'engorgement mammaire. C'est dû à quoi? L'engorgement survient très souvent après une crevasse qui n'a pas été gérée correctement. Parce que quand on a la crevasse, le sein en question ne donne plus à bébé. Alors qu'il y a du lait là-dedans. Et donc, puisque ce lait-là n'est pas écoulé, on va se retrouver avec un engorgement mammaire. Ah oui. Et tout ça, là, vraiment, on ne dit pas. On ne dit pas. OK, parlons maintenant tu parlais après les douleurs de la césarienne. Parce que, voilà, tu as eu une césarienne, mais on ne t'a pas expliqué après comment gérer la césarienne. Il y en a, dans nos contrées africaines, on va nous dire il faut s'asseoir comment ça s'appelle? De l'eau chaude. Il y en a qui vont dire qu'il faut attacher le ventre. Il faut bien nous expliquer cette affaire-là après la césarienne. Parce que tu veux qu'on me frappe ici? Ça, c'est le genre de sujet que les mamans n'aiment pas qu'on touche. Elles n'aiment pas qu'on touche ça, mais il faut souvent, bon, il y en a qui vont te dire ça marche, d'autres vont dire ça marche pas. On sait même plus, en fait. En fait, s'asseoir sur l'eau chaude, je pense que c'est une pratique ancestrale qui avait pour objectif de permettre de faire descendre les éventuels restes qu'il y aurait dans l'utérus après accouchement. Mais aujourd'hui, quand vous accouchez en milieu hospitalier, quand vous accouchez dans un centre de santé, en sortant, on vous prescrit des ocytocides qui ont pour but de ressortir tout ce que vous avez. Donc, c'est pas recommander les toilettes, à l'eau chaude, les bains de vapeur. En plus, je sais pas qui m'avait dit un gynéco que ça résorbe les fils de la césarienne. Tout à fait. C'est vrai?
Avant même d'en arriver à la césarienne, même si vous avez eu un accouchement par voie basse, oui, par voie basse, et qu'on vous a fait une suture, parce que vous avez une épisiotomie, une déchirure, attention, les fils peuvent lâcher. Épisiotomie, autre mot barbare, qui veut dire qu'on vous a recousu. Non, tout est barbare. Non, vraiment, tout est barbare dans cette histoire-là. Il ne faut pas qu'on fasse peur aux femmes qui n'ont pas encore d'enfants. Ah oui. Donc déjà, c'est dangereux quand vous avez une épisiotomie de faire un bain de vapeur. Les fils peuvent lâcher et là, on va vous recoudre à nouveau. C'est pas du tout intéressant, donc mieux vaut. Et en plus, même la vapeur, parce que une autre chose que les mamans recherchent, c'est de retrouver... Leur utérus. Pas l'utérus. Pardon. Elles vont dire qu'elles vont resserrer le vagin après l'accouchement, mais bien au contraire, la vapeur, là, le côté tiède, là, justement, ça dilate les tissus. Oui. Donc, ça peut pas resserrer. Non, c'est pas ça. On va pas avoir le résultat escompté. Donc, moi, personnellement, aux mamans que j'accompagne, je vais leur dire très sincèrement, si vous avez accouché à l'hôpital, on vous a donné ce qu'il faut pour vider l'utérus de ses restes, le bain de vapeur, ne pas le faire. C'est pas nécessaire. Et attacher le ventre. Attacher le ventre, là. Délali, tu veux que les femmes là me frappent? Non, je te demande parce que, tu sais, parce que je sais qu'il y a deux écoles. Il y a vraiment, moi-même, ma mère qui est métisse, ivoiro-française, elle m'a dit d'attacher mon ventre. Et je me rappelle, j'avais accouché en France, elle m'a dit, tu attaches ton ventre, tu vas voir, chez nous, les adjoukrous, J'ai dit, ok, maman, mais... Et je te dis, j'ai essayé. J'ai dit, mais maman, je respire pas. Et je vais expliquer ça à mon gynécologue. Il me dit, mais madame, qu'est-ce que vous faites? Ça, on fait pas ça. Donc, bon, après, c'est en France, donc c'est différent. Ici, peut-être qu'on laisse faire. Est-ce que c'est... Bon, peut-être que c'est... Attacher le ventre, le risque premier, c'est la descente des organes. Ok. Ouais. Parce que attacher le ventre qu'elles font là, elles attachent, j'ai dit, le ventre est bien attaché, serré, toi-même tu peux pas respirer. Oui. Tu es là comme ça maintenant. Quand tu t'assois, même tu te plies. Donc, le risque premier, c'est vraiment la descente des organes. Aujourd'hui, quand j'aborde le sujet, son nombreux a dit, c'est ce que nos mamans font nous expliquer, mais vous savez, des choses d'en bas, comme je le dis, nos mamans n'abordent pas ces sujets-là avec nous. Vous n'avez pas idée du nombre de femmes qui ont des descentes d'organes et qui n'osent pas en parler, qui traînent ça. Ouais. Donc, attacher le ventre juste après l'accouchement d'une manière là. En fait, oui. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Si c'est un ventre plat que vous recherchez, je ne pense pas qu'attacher le ventre soit la solution. Okay. Je dis toujours aux mamans, avant de courir derrière le ventre plat après l'accouchement, toi-même, avant d'accoucher, là, ton ventre était comment? C'est ça. Là, il y a deux cas. Non, c'est ça, parce que moi, j'ai ma copine, Shiva, elle avait un ventre plat. Après l'accouchement, elle a retrouvé son ventre plat. Mais j'ai une autre copine là, elle, je sais pas, tu t'attendais pas à un ventre plat. Si tu avais un ventre comme le mien ici, tu as accouché là, tu cours derrière ventre plat. Moi, j'avais pas de ventre plat, j'ai retrouvé. C'est la même chose là, j'ai retrouvé après. Donc, voilà. Et puis aussi, il y a ce qui nous crée aussi beaucoup de soucis, il y a l'alimentation pendant qu'on est dans le postpartum. Oui. On a cette idée qui n'est pas vraie, selon laquelle il faut manger beaucoup pour avoir beaucoup de lait. Oui, on nous dit ça, c'est vrai. Non. Mais moi, c'est ce qui a gâté mon premier accouchement parce que j'avais pris 24 kilos pour cette grossesse-là. Et on me disait, non, mais mange pour l'allaitement. Et effectivement, j'ai pas perdu tout de suite. J'ai mis plus d'un an après que j'ai commencé à reprendre mes kilos. C'est pas beaucoup manger qui permet d'avoir une bonne... C'est bien manger. C'est bien manger. Il faut manger équilibré. Faut manger... Je te donne un exemple type d'un repas d'une nourrice ici. Moi, à mon premier accouchement, c'était... Le matin, c'est la bouillie de riz avec du lait, du sucre, tout ça. Donc, la bouillie de riz, on fait beaucoup. Donc, tu n'arrives pas à tout manger. À 10 heures, quand tu es un peu faim, là, on te repousse la bouillie de riz. Tu manges ça. À midi, c'est du foutou banane avec sauce graine. Ou placali, sauce graine, foufou. En tout cas, c'est un repas bien lourd, là. Quand tu finis de manger ça, si tu n'as pas fini de manger, là, à 16 heures, là, tu vas tuer ça encore. Et à 20 heures, c'est quoi? Riz, sauce, riz. Bon, non, attends. Bon, comment tu vas avoir ventre plat? C'est pas possible. Donc, c'est vrai que la nourrice a droit à 5 repas, mais il y a 2 collations. À 10 heures, rien ne t'empêche de manger un fruit. À 16 heures, rien ne t'empêche de prendre un yaourt nature, un yaourt sans sucre. Rien ne nous empêche de faire ça. Ça va pas diminuer la production de lait. De lait. Il faut manger juste pour être rassasié. Il ne faut pas faire des excès en se disant qu'on va avoir plus de lait. Non, il faut vraiment manger équilibré. Et si vous faites ça, au moins, vous ne prendrez pas trop de poids que vous pourrez perdre facilement après.
quand on reste beaucoup dans le gras, après, on a du ventre, on a beaucoup de kilos en plus, et puis on est sédentaire. Ah, c'est ça. Alors, on nous dit il faut reprendre une activité. On est puissamment sédentaire, ça, que ce soit pendant la grossesse ou pendant l'accouchement. Je ris toujours quand on me dit, au village là, nos mamans là, elles accouchaient, elles n'avaient pas de problème. Et puis, est-ce que tu peux te comparer à nos mamans du village? Elles allaient au champ, non? La vieille tape 30 kilomètres en aller-retour pour aller au champ pour revenir. Et quand elle va au champ, elle laboure, elle fait des buts, les positions qu'elle adopte pour travailler. De façon involontaire, ça travaille son périnée. Mais totalement, mais bien sûr. Mais bah bien oui. Sûr. Oui. Et donc, cette maman, elle va faire un gros bébé sans forcément déchirure. Mais toi et moi, on est à Abidjan ici, là. Pour aller à la boutique, même, on veut commander un yango. C'est un très bel exemple, ça. C'est vrai. On est sédentaire. Oui. Non, c'est vrai. Et dans le postpartum, on fait pareil. Oui. Si tu vois, si tu vois une femme bouger dans le postpartum, c'est qu'elle s'en va à la pesée à son bébé. Donc voilà, la sédentarité aussi va nous créer ces soucis-là. En fait, on va prendre beaucoup de poids et puis, donc vraiment, attachez le ventre si vous pensez que ça vous arrange, mais vraiment ne serrez pas. Voilà, faut le faire de façon très légère. De toute façon, l'utérus va reprendre sa place. Et le ventre, si vous avez une alimentation équilibrée et que vous faites un peu. Je n'ai pas dit on n'a pas dit d'aller se tuer au sport. Mais... Est-ce que tu t'en fais jouer olympique? Vraiment. Juste, même danser devant ton téléphone, faire TikTok pendant 30 minutes, là même là. Tu as fait un peu, tu as transpiré. Oui, tu as un peu. C'est vrai. Mais tu as raison, c'est vrai, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est toujours ça de prix, hein. C'est toujours ça de prix. On n'est pas, comme tu dis, on ne saura pas faire les choses olympiques, mais c'est vrai, activité physique et. Oui. Et puis même, ça fait du bien au moral de marcher un peu dans le quartier. On parlait. Bon, là, je ne sais pas si on a fini sur les effets physiques avant qu'on aille sur l'émotionnel, mais physiquement, qu'est-ce qu'on peut avoir encore Physiquement, après l'accouchement, on a le masque de grossesse et tout ça, le teint parfois qui est devenu terne. Donc, certaines mamans sont beaucoup complexées, elles ont un gros problème avec ça parce qu'elles ne retrouvent pas l'éclat de leur peau. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se donner du temps. Oui. Ça a eu 9 mois. 9 mois pour faire un bébé. Pour faire un petit homme. Donc, faut pas penser que dans les... je sais pas, 2 semaines qui suivent, le ventre, tu as refait plaqué, et puis ton teint va shiner. Quand tu vas marcher, on va fermer les yeux pour te regarder. Ça va prendre du temps. Donc, il faut se donner du temps. Il y a des trucs naturels, le beurre de karité basique qu'on peut utiliser. Voilà, même l'huile rouge. Chez nous, on prépare l'huile rouge. C'est ça qu'on utilise pour que la nourrice se pommade. Donc, vraiment, c'est des choses que vous pouvez faire même sans grand moyen, mais il faut être patiente. Il faut être patiente, il faut accepter votre nouveau corps. C'est ça. Il ne faut pas penser que tout de suite, après l'accouchement, une fois que le bébé est sorti, le ventre va devenir plat. Non, non, ça le ventre, parfois même quand tu as le ventre, tu vois, tu es encore enceinte de 3 mois. Oui, bien sûr, oui. Surtout quand tu fais les gros bébés, là. Oh là là. Tu vois, tu es encore enceinte de 3 mois, mais il faut vous donner du temps. Il faut vous donner du temps. Donc, oui, ok. Donc, en vrai, je pense qu'on a, au niveau des effets physiques, oui, c'est ça. Au niveau le périnée même. Alors, oui, parlons des rééducations du périnée. Oui, alors, le périnée, il est très sollicité déjà pendant la grossesse et encore plus pendant l'accouchement. Donc, quand vous avez eu un accouchement par césarienne, une voix basse, il faut toujours penser à rééduquer votre périnée. J'ai beaucoup réfléchi, c'est dire... l'histoire du kojo, ça c'est des... Oui, alors ça, le kojo, c'est la chasse gardée des mamans. Qu'est-ce que c'est? Il dit que quand on commence à parler de ça, pas la maison. Donc le kojo, c'est, on va dire, un morceau de paille que l'on va utiliser comme garniture. Alors, c'est vrai, le kojo porté comme les mamans le faisaient dans le temps, peut avoir un impact sur le périnée dans la mesure où, tel qu'elles le portent, c'est-à-dire elles mettent une corde à la hanche et c'est un pagne qu'elles prennent, elles enroulent, qu'elles passent entre les jambes. Et donc, ce pagne-là va soutenir le périnée. C'est pas juste un petit pagne qu'on va plier et mettre dans je dis aux femmes, attendez, si c'est le kojo à la bidjanaise que je connais là, c'est bon, faut te libérer, tu as respiré. ça va rien te faire. Mais tel que porté à l'ancienne, ça pourrait avoir un impact sur le périnée. Donc, le sentiment que les mamans ont de se sentir large, je pense qu'on se comprend. Oui, c'est ça. Voilà, ce sentiment, c'est pas lié à l'orifice vaginal, en fait. C'est pas l'orifice, parce que beaucoup pensent que parce qu'un bébé est sorti de là,
Donc, c'est la tête de 9 cm. Voilà, l'orifice là, a pris un coup. Non. C'est le périnée qui a pris un coup. Oui, donc, parce que toute la grossesse, il a été... Oui, voilà, oui. C'est quand même... C'est un ensemble de muscles qui forment comme un hamac et qui soutient tous les organes, la vessie, l'utérus et tout ça. Donc, comme il a été sollicité, il peut s'affaisser. C'est un muscle. Oui. Il peut se fatiguer. Oui. Il faut juste le tonifier pour retrouver vraiment la jeunesse. Et puis, le périnée, il change même quand vous prenez beaucoup de poids. Oui. Quand vous perdez beaucoup de poids subitement, le périnée prend un coup. Quand vous avez eu, par exemple, la toux sur plus de 2 semaines, le périnée prend un coup. Oui. Avec l'âge, le périnée prend un coup. Bien sûr. Donc, c'est un muscle qui a toujours besoin d'être travaillé. Et ça, c'est des séances de rééducation. Oui, c'est des séances de rééducation. Après, voir un kiné, pas toujours forcément, ça dépend du niveau. C'est ça, parce que ça a un coût aussi quand même, d'aller voir un kiné. Et vraiment, ça a un coût. Ça a un coût. Mais tout dépend du niveau auquel vous êtes. Si vous avez... Comment savoir que votre périnée a un problème? Par exemple, vous faites pipi quand vous toussez. C'est ça. Ou bien quand vous riez, des fuites urinaires. Quand vous toussez, il faut savoir qu'il y a quelque chose. Des pets vaginaux aussi, il faut savoir qu'il y a quelque chose. Donc, moi, dans mon cas, je n'ai pas vraiment besoin de voir un kiné. Juste faire des exercices de Kegel à la maison. Des exercices de Kegel. Ça peut se faire tout seul. Oui, ça peut se faire tout seul. Mais notre problème, là, c'est qu'on est pressé. Ah. Oui. On veut que tout de suite. On veut ce qu'on va faire à 10h. Et puis à 13h. On est redevenu. Voilà, comme neuf. L'exercice de Kegel, quand je suis devenue sage-femme, j'ai découvert ces exercices-là. Et j'avoue que ça marche. OK. Ça marche. Si vous êtes discipliné. Tous les jours. Oui. Il faut le faire tous les jours. À peu près? Moi, j'ai commencé à avoir les premiers résultats au bout d'1 mois. OK. Ah oui, mais ça va quand même, un mois. Oui, au bout d'1 mois. Oui. Si vous le faites, je le faisais le matin, le soir. Quand j'ai oublié le matin, quand je me rappelle dans la journée, puis c'est quelque chose que vous pouvez faire à tout moment de la journée. Au bureau, dans la voiture. Oui, exact. Tapez, comme tu disais, celles qui sont sur les réseaux, tout ça là. Vous êtes en train de regarder les là. Mais vous pas les regarder exercice de Kegel. Regardez exercice de Kegel. À manier avec JK. Avec JK et les feuilles, il était dit. C'est ça aussi. Oui, parlons de ça aussi, parce que on va exercice de Kegel, mesdames, parce que c'est vrai que on voit beaucoup de choses aussi sur les réseaux sociaux, des femmes qui s'improvisent, parce que souvent c'est beaucoup de femmes qui s'improvisent, je sais pas comment on va les appeler, je veux pas dire coach, je veux pas dire médecin, je veux pas dire, mais qui proposent des choses pour resserrer le périnée. Tu vas parler ou faire que Jessica aille mieux, etc. Et donc on a feuille de JK, tu vois. Bon, il y a des choses positives, je pense, mais je crois que c'est les dosages, au niveau des dosages. En fait, les médicaments et autres, moi je dis toujours à qui veut entendre que je suis petite fille de matrone. Donc, qu'on se mette d'accord, j'ai rien contre ça. Les médicaments. Les feuilles qu'on utilise là, il y a des médicaments qui ont des vertus vraiment antibiotiques, qui ont des vertus vraiment anti-inflammatoires. C'est des médicaments qu'en général on utilise à titre curatif. OK. On n'a jamais, au village, on ne va pas utiliser JK juste parce qu'on a envie de se resserrer Jessica. Okay. Ce qu'on retrouve à Abidjan, et là, c'est que chacune se lève matin, elle fait bouillir son JK et s'assoit dessus. Or, la conséquence de ces choses-là, c'est que ça finit par assécher le vagin. Et donc, quand ils utilisent ces décoctions, il y en a même qui font des purges vaginales avec les décoctions. Donc, ça va juste assécher le vagin et ça va donner ce sentiment-là d'être resserré. Alors qu'en réalité, le vagin est juste asséché. Or, la preuve que ces choses-là ne marchent pas vraiment, c'est que quand tu as fait ça, il n'y a pas de problème. Mais après 3 rapports sexuels, ça revient au début encore. Et donc, du coup, tu vas aller t'asseoir encore. Donc, c'est pas la solution. La solution, c'est vraiment de travailler sur le périnée. Donc, vous pouvez soit faire des exercices de Kegel, soit utiliser des boules de geisha. Oui. Oui. Sur ma deuxième maternité. Oui, ça marche bien. La première fois que j'ai fait l'exercice de Kegel, en fait, j'avais fait un régime, il y a, je crois, 7 ou 8 ans, j'avais perdu pratiquement 18 kilos. Et comme j'ai dit, quand on perd beaucoup de poids, ça peut avoir un impact sur le périnée. Et donc, c'est là, bien sûr, j'ai commencé aussi à les JK. Comment laisser les JK? Je me suis bien JKtisée.
On s'est décatisé, fatigué. En tout cas. Il n'y a pas de... Il y avait pas de... C'est ça qu'on... Je veux dire, qu'on nous dit. C'est ça qu'on a tout de suite. Qu'on a tout de suite Voilà. et qu'on nous dit, ah, prends ça. Voilà. Et que si tu n'es pas éduqué dessus, là, forcément, tu y vas. Donc, c'est dans les recherches que j'ai découvert les idées de Kegel. Et quand j'ai commencé, j'ai pas eu de résultats tout de suite. Au bout de 2 mois que j'ai commencé à avoir des résultats. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des résultats que vous gardez. Ah. Qui restent en fait, un bon moment en tout cas. Ok. Ah, ça, c'est ouais, et j'ai commencé à avoir des résultats, j'ai continué sur 2-3 mois, c'était top quoi. Ok. Ah, après mon deuxième accouchement, là c'est les boules de geisha que j'ai utilisées aussi. Et ça aussi, j'ai eu des résultats. Tout est dans la patience. C'est ça. Faut pas si vous êtes patiente, que vous vous disciplinez pour le faire, ça marche. Il ne s'agit pas de faire un exercice le lundi et de faire un autre le samedi soir. Et puis au bout d'1 mois, de dire, mais depuis là, j'ai fait... Ça marche pas. Il faut être régulière et patiente. Voilà, il faut donner du temps aussi au périnée. Il faut lui donner du temps. Oui, c'est ça. Mais en parlant même du périnée, un des effets, enfin, dans le postpartum, on entend beaucoup aussi la question des rapports. Quand est-ce qu'on peut reprendre les rapports? Il y en a qui ont mal, qui ne sont pas prêtes, etc. Qu'est-ce que tu leur conseilles en général? Alors, à la question, je réponds quand vous êtes prête. Ok. Quand vous êtes prête. C'est souvent source de conflit dans les couples. Voilà. Mais c'est pourquoi il faut discuter, il faut communiquer. Je dis aux hommes très souvent quand je discute avec eux, si vous restez à l'écart, si vous laissez votre compagne faire tout, toute seule avec le bébé, ne vous attendez pas à la revoir dans vos bras de sitôt. Ah, ça, c'est sûr. Mais si vous êtes présent, que vous participez à la prise en charge du bébé. En fait, les hommes, la plupart en Afrique, pensent que leur rôle, c'est juste un rôle financier. Il faut juste donner l'argent pour les consultations, les examens, tout ça. Après, il faut donner l'argent pour les couches et tout ça. Le reste, là, c'est madame qui doit s'en occuper. Donc, quand l'enfant pleure, tu entends ça que « Rosine, l'enfant la pleure !» Au lieu de le prendre, l'enfant est juste à côté. Hein. L'enfant est juste à côté. Et pleure. Non, faut participer. Quand on revient du travail, vous pouvez, après votre douche, prendre le bébé, faire un pot à pot avec le bébé, le porter sur vous, ou alors lui donner son biberon. Nous, on est en tir-allaitement partiel, donc du coup, mon mari participe beaucoup. Lui donner son biberon, même lui changer la couche. La nuit, quand la mère se réveille pour allaiter, quand elle finit d'allaiter ou de donner le biberon, vous pouvez porter l'enfant, le bercer pour qu'il dorme. Ça, c'est des rôles, parce que la plupart du temps, ils disent qu'ils ne savent pas quoi faire. C'est des choses que vous pouvez faire. Bien sûr, bien sûr. C'est des choses, vous pouvez même donner le bain au bébé quand vous êtes là. Je vous assure, une femme que vous aidez dans le postpartum, elle ne va pas tarder à vous servir ça sur un plateau d'argent. Non, mais c'est clair, parce qu'on oublie, bah oui, il y a la fatigue, il y a les douleurs, il y a le bébé, et puis tout le côté, on va y arriver. Sans compter qu'avec l'allaitement, la prolactine va venir jouer un peu sur la libido de la femme. Donc, si vraiment elle n'est pas aidée, ça ne va pas venir. Et en plus, il faut l'encourager. Vous savez, nous les femmes, on est très touchées par ce qu'on entend. Oui. Il faut lui dire de belles paroles. C'est ça. Surtout que notre corps a changé. Déjà, la confiance en soi est Dis-moi, je me regardais, je savais que j'étais très... voilà, c'était pas du tout ça. Mais mon mari, il arrêtait de me dire que je suis trop belle. Oui, donc tout de suite, ça... Oui, il me disait, mais t'es trop belle. On ne sait même pas que tu viens d'accoucher. Non, Doudou, t'es belle. Pourtant, moi, je sais. Dans mes consciences. Il me raconte des histoires. Mais il faut dire, faut faire des compliments à votre femme, l'aider à prendre confiance en elle. Il y a des hommes qui ne se gênent pas de dire à leur compagne qu'elle est devenue large. Ça me choque à un point. Ça me révolte. Ça me met... Non. Oui, moi je parle, tu sais, je parle à longueur de journée. Avec des mamans, bien sûr. Avec des mamans. Et il y a des mamans qui me reviennent ça. Là, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, mais donne-toi du temps. Ah, mon mari dit que je suis devenue large. Je me retiens de dire 2 mots à leur mari. Bah oui. Mais déjà, je leur fais comprendre que ce n'est pas de leur faute ce qui arrive. Bien sûr. Et que c'est complètement normal que leur corps réagisse de la sorte. Donc, il faut que le mari aussi comprenne que c'est l'accouchement qui a causé ça. Et l'accouchement, la grossesse, la dame, elle n'a pas mangé ça dans un tchéké. C'est clair. On était ensemble. Voilà, donc il faut qu'on puisse assumer ensemble les changements qui vont suivre après ça. Donc, je les encourage à prendre du temps pour elles, à faire la rééducation du périnée. Si elles n'ont plus confiance, elles ne se sentent plus prêtes et que le mari aussi estime que la prestation n'est plus de qualité, bon, qu'il attende.
Qui l'attendent. Parce que c'est frustrant. Ces paroles-là, ça fait qu'elles perdent complètement confiance en elles. Totalement. Justement, on va arriver sur le côté émotionnel. On a parlé tout à l'heure du baby blues, du postpartum. C'est des choses en Afrique, on n'y croit pas forcément. On nous dit non, mais comme on a dit, c'est des caprices, etc. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe chez la femme et comment elle peut arriver à gérer ça? Parce que on se retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un bébé, avec des nuits. On ne dort pas. C'est ça aussi dans le postpartum, on ne dort pas. Enfin, il y a des chanceuses où leur bébé dort. Parce que moi, elles sont dans une secte. Elles sont dans une secte. C'est mon bébé qui ne dort pas là. Pour moi, le pire du postpartum, c'était vraiment ça. C'était les nuits. Je dormais pas. Mais c'est pareil pour moi. Je pense que c'est plus dur pour moi, c'était ça, le manque de sommeil. Et du coup, le lendemain, tu es irrité, tu as envie de parler à personne, tu n'as pas envie de donner, non, c'est compliqué. Là, hier, on a dormi à 2h, on a dormi un peu jusqu'à 3h15. Tu as vu? Et en plus, le lendemain, tu dois assurer des rendez-vous, tu dois gérer. Ça, tu dois sourire. Tu dois être bien et belle. On nous demande trop, nous les femmes, là, franchement, c'est compliqué. Donc, et puis toi, tu vas venir. Non, vraiment, c'est compliqué. Non, je te dis. Non, cette histoire de postpartum. Non, moi, c'est les nuits, ça m'a fatiguée. Donc, le côté émotionnel, c'est vrai que le baby blues, on pense qu'on fait des caprices, mais on fait pas des caprices. Non, du tout. C'est hormonal, tu l'as dit. Déjà, après l'accouchement, il va y avoir une chute des hormones de la grossesse. Et puis la prolactine qui va monter. Donc, cette fluctuation des hormones, là, ça va faire que la femme va vraiment être bouleversée et puis ça va causer ce petit état émotionnel. Donc, on devient soit nerveuse, on pleure irrité. Aussi. Il y en a qui pleurent. Elles ne comprennent pas pourquoi. On pleure pour rien du tout. Rien. Ou on rit aussi pour rien du tout. On peut passer du rire au pleur sans qu'on ne comprenne ce qui se passe. Il y a ça, il y a l'inquiétude. Il y a aussi une grande fatigue. Se sentir très fatigué ou même avoir un manque d'intérêt pour le bébé. Pour le bébé, c'est vrai. C'est pas que c'est une mère inconsciente. C'est vrai. Il y a beaucoup si vous avez une maman qui est dans cet état-là, il faut plutôt l'entourer d'amour. Il faut l'entourer d'amour, il faut l'aider. Justement, c'est pas parce qu'elle est inconsciente ou le rôle de l'entourage. Tu as parlé du mari. Comment on peut accompagner la mère qui et quels sont les signes? Parce que souvent, la femme va cacher ça. Parce qu'à cause de la pression sociale, comment ça s'appelle la pression sociale en Afrique, où on te dit, tu l'as dit tout à l'heure, mais tu as eu un bébé, pourquoi tu n'es pas heureuse? Comment on peut détecter ça? Parce que souvent, la femme va le cacher, elle va pas montrer, ou elle va dire, ah non, faut pas qu'on dise que j'ai un problème. Elle va pleurer en cachette. Elle va Comment, en tant qu'entourage, compagnon ou famille, on peut essayer de détecter et essayer de l'aider, cette maman-là? Alors, si vous êtes en face d'une femme que vous trouvez parfois, que vous surprenez parfois pensive, très loin, vous la sentez très loin dans ses pensées, si vous êtes en face d'une femme qui vient d'accoucher et qui réagit de façon très impulsive tout le temps, si vous êtes en face d'une femme qui vient d'accoucher, mais qui... C'est vrai, le manque d'appétit après l'accouchement, ça peut arriver. Mais vraiment, un manque d'appétit criard, ou même pour s'alimenter, il faut l'obliger à le faire. Il y a des signes comme ça. Hein. Si vous êtes en face d'une femme qui pleure, même si elle pleure dans le secret, après, on peut détecter. Vous pouvez détecter. Il faut l'observer. Si vous voyez que votre compagne pleure beaucoup, eh bien, il faut penser à un baby blues. Il faut vraiment observer. Il faut faire attention, en fait, aux mamans qui viennent d'accoucher. Toute l'attention ne doit pas être portée vers le bébé. Il faut faire attention à elle aussi. Parce que comme vous l'avez dit, la pression sociale va faire qu'on va vouloir bien paraître. Je disais récemment, maman, sur la page, écoutez, mesdames, on n'a rien à prouver qu'on finit d'accoucher. En fait, c'est ça. Donc, vous n'avez pas... Non. Vous n'avez pas à vous réveiller à 6h du matin, à nettoyer la maison, laver les assiettes et tout ça. Moi, je dors jusqu'à 10h. Ah non, moi, je ne vais pas veiller la nuit. Et puis, on va me demander de me réveiller à 5h du matin, juste parce que je dois faire bien aux yeux de la belle famille, de la belle-mère qui est là, ou de la belle-tante qui est là. Non, il ne faut pas me réveiller. Ne me réveillez pas. Je dors l'heure à laquelle je vais me réveiller, on va conjuguer avec le bébé. Et souvent, on veut pas, comme tu dis, on ne veut pas le faire. On se donne cette pression de dire non, il faut que j'assure, je dois beaucoup de mamans sont venues dire en commentaire que vraiment, effectivement, je faisais ça. Non, mais tu continues comme ça, tu vas craquer. L'ennemi, surtout quand vous allaitez, l'ennemi de la lactation, c'est la fatigue, le stress. Donc, si l'enfant dort, que tu peux dormir, dors. Dors. Si c'est à midi, vous êtes réveillé, vous allez conjuguer. On va réfléchir pour nettoyer la maison, laver les assiettes à midi. Donc, beaucoup de repos. Comment l'entourage peut faire? L'entourage doit vraiment aider la maman dans la prise en charge du bébé. Porter le bébé,
faire la lessive du bébé. C'est vrai que l'entourage ne peut pas allaiter. Ça, c'est quelque chose qui est dévolu à la mère seule. Mais si le bébé il a l'allaitement mixte ou bien anti-allaitement partiel, l'entourage peut donner le biberon. L'entourage peut donner le bain. Proposez-vous, même pour faire le ménage en dehors du bébé, le ménage de la maman. Oui, ok, oui. La vaisselle. Oui. La cuisine. Mais oui, c'est ça. Oui. Il faut que la maman, en dehors du bébé, puisse se reposer. Là, tout à l'heure, on me dit, ouais, j'aime ça. On ne dirait pas qu'il y a 2 mois que j'ai accouché. Beaucoup me le disent. Mais c'est parce que je me repose. Oui. J'avoue que... Et là, vraiment, je suis infiniment reconnaissante à mon époux, à mon entourage. Parce qu'ils te soutiennent beaucoup. Ils me soutiennent énormément. Le seul moment où je porte vraiment le bébé, c'est quand moi, j'ai envie de le porter ou mais quand je l'allaite. À part ça, une fois que j'ai fini, j'ai ma nièce qui est avec moi, elle le porte parfois même jusqu'à 1h, elle me dit, maman, va dormir. Hier, elle m'a dit, va dormir. Oui. C'est ça, parce qu'elle a peut-être vu que tu t'es fatiguée. Elle t'a aidé. Ne pas hésiter à proposer de l'aide, parfois, en fait. la mère peut se gêner. Oui, ne pas demander, c'est ça. De demander. Oui. Mais n'hésitez pas à proposer. Okay. Proposez votre aide. Oui, c'est vrai. Proposez votre aide. En Afrique, en général, les tatas qui viennent rester avec la maman, elles vont juste laver le bébé. Juste ça. La nuit, c'est la maman qui va lutter, elle se lève le bébé jusqu'au matin. Oui. Oui. Alors que vraiment, les nuits, là, ça le problème, c'est pas de laver le bébé. Vraiment, le problème, il doit dormir. C'est clair. C'est vraiment qu'il dort. C'est vraiment, moi, c'est cette affaire de nuit, là. Le problème, on doit dormir. Oui. Or, la nourrice en Afrique, elle est juste accompagnée la journée. Rare sont celles qui restent pour l'aider. Voilà, qui restent pour l'aider la nuit. Donc, ce serait bien aussi la nuit qu'on aide. Moi, avec mon époux, on a des tours de garde. Donc, quand il n'est pas de garde. Mais toi, tu as un chic mari. Oui, parce que vraiment. c'est pas tous les hommes qui vont se dire tiens, je vais venir aider ou je vais soulager. Ah non, il aide. Parce qu'ils se disent ah non, mais moi aussi je travaille demain. D'accord, tu travailles demain, mais moi je dis juste de temps en temps aussi. Tu vois, même si c'est pas tout le temps, parce qu'il y a des hommes voilà qui travaillent, qui ont des métiers peut-être plus difficiles ou je sais pas, mais en tout cas, je dis au moins proposer de temps en temps, où ça peut soulager, même une fois, même de temps en temps, ça peut soulager. Après, c'est vrai, même si on a un métier difficile, après, quand la femme reste à la maison toute la journée, c'est pas comme si elle était à Cancun. Non, c'est ça. Non, mais on est d'accord. On est d'accord. Non, mais parce que souvent, c'est ça. On pense que tu es à la maison, tu es en train de... Elle travaille aussi. Oui, bien sûr. C'est juste que c'est pas en dehors de la maison. Oui. Mais il y en a aussi qui, je veux dire, quand les deux couples travaillent, parce il faut qu'on parle aussi de la reprise du travail. Oui. C'est-à-dire qu'une femme, je parle pas des femmes au foyer, c'est-à-dire tu dois reprendre le travail. Tu as ton bébé de 2 mois. Moi, je vois à ma crèche, il y a maintenant de plus en plus, les femmes déposent même des enfants qui ont 3 mois, qui sont tout bébés encore. Comment? Le congé de maternité, c'est 3 mois. C'est 3 mois le congé de maternité. On le prend dans le dernier mois avant l'accouchement. Donc, quand tu ton bébé est tout l'enfant petit. à 2 mois, il est encore tout petit. Donc, tu reprends le travail. Donc, toi aussi, tu travailles. Monsieur travaille. Donc, on fait comment? Donc, c'est toujours madame qui doit gérer le bébé la nuit. C'est toujours elle qui doit donner le biberon. C'est pas possible. On finit par un burn-out maternel. C'est pourquoi on a les tours de garde. Quand il n'est pas de garde à l'hôpital, il sait que toi aussi, tu as pris quelqu'un qui comprend ton... qui comprend ton métier. C'est bien aussi dans le même métier, parce qu'on se comprend. Il sait que le soir, il doit... Mais il arrive parfois qu'il descende du travail, peut-être à 22h, 23h, mais qu'il sente que je suis vraiment épuisée. C'est ça. Il prend le relais. Parfois, je lui dis, non, laisse chérie, non. Dors un peu, après, tu vas prendre le relais. Mais il prend le relais. C'est important, un bébé, ça se fait à 2. C'est ça. Et quand on prend la décision de le faire à 2, on doit assumer tout ce qui va suivre après. Bien sûr. Ça, c'est des détails qui sont très importants pour les femmes. Totalement. Oui, non, mais parce que sinon, on s'en sort pas et on peut pas tout avoir toute seule. Alors, on parlait des hommes, enfin, des femmes qui sont en couple, mais il y a beaucoup de mamans célibataires aussi. Oui. Et le postpartum peut être encore plus difficile pour elles parce qu'elles se retrouvent toutes seules à gérer. Mais mon premier postpartum, j'étais maman célibataire. Oui, tu étais maman célibataire. Comment on fait dans notre société actuelle quand on est maman solo et que on doit gérer un bébé en bas âge? C'est compliqué. Ça me replonge même dans mes souvenirs, même mon cœur se serre. Oui, c'est dur. Maman solo avec un bébé, en général, le seul soutien qu'on a, c'est peut-être la maman. La maman, oui. Ou la sage-femme à l'hôpital qui va venir. La sage-femme à l'hôpital ne sera pas avec vous tout le temps. Tout le temps, oui, c'est ça. C'est juste peut-être pour les conseils. C'est juste pour les conseils, les consultations et autres. Mais maman solo, elle n'a personne sur qui se reposer. Émotionnellement, quand ça va dans tous les sens, il n'y a personne pour la prendre dans les bras, lui dire écoute, ça va aller, ça va, tu t'en sors très bien, tu es une super maman. Il n'y a personne. Elle doit tout assumer. Elle doit tout assurer, se débrouiller pour être au mieux de sa forme. C'est encore plus difficile pour les mamans solo.
Les mamans solo, c'est vraiment des guerrières. Ah oui, ça, vraiment. Au lieu de leur lancer la pierre, de les critiquer, je pense que on devrait les encourager. Donc, pour une maman solo, c'est vraiment de se faire un moral. C'est ce que j'ai dit aux femmes en préparation à l'accouchement. En Europe, pour gérer la douleur, vous direz, il y a la sophrologie, il y a tout ça. Ici, là, il n'y a pas de sophrologie. Il n'y a pas de... Donc, c'est dans ta tête que tu dois te préparer. Donc, vraiment, les mamans solo, c'est vraiment psychologiquement qu'elles doivent être fortes et ne pas hésiter aussi à demander de l'aide à leur entourage, aux parents, aux copines, aux amis qui peuvent leur apporter de l'aide, ne pas se replier sur elles-mêmes. Alors, Michel, justement, on va conclure par ça. Quels conseils on peut donner à des mamans qui sont, en tout cas, qui sont enceintes, par exemple, et pour qu'elles puissent mieux se préparer, j'ai envie de dire, parce que le postpartum, il peut arriver tellement de choses, pour mieux se préparer à avoir un postpartum, je ne vais pas dire réussi, mais quelque chose qu'on peut supporter, qui ne va pas être trop compliqué. Comment on peut mieux se préparer, peut-être pendant la grossesse? Est-ce qu'il faut aller voir, échanger, être dans des groupes de parole, aller voir des spécialistes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, oui, il faut se préparer au postpartum comme on se prépare à l'accouchement. Donc, déjà, il faut chercher à avoir le maximum d'informations en rapport avec le postpartum. Parce que quand on est bien informé, on a déjà résolu 80% du problème. Donc, nous, dans les cours de préparation à l'accouchement qu'on donne, il y a un module sur le postpartum. Très bien. Où on aborde toutes ces questions en rapport avec le postpartum. Donc, bien s'informer auprès des professionnels de santé, pas sur les réseaux avec tout le monde, mais auprès des professionnels de santé. Et ensuite, il faut déjà déterminer, parce que le repos, c'est ça le gros problème dans le postpartum. C'est depuis la grossesse, dans votre plan d'accouchement, que vous devez désigner, savoir qui va être votre aide pendant le postpartum. C'est pas quand on accouche qu'on va improviser, qu'on va chercher. Et ensuite, le partenaire, le compagnon, son aide est très importante. C'est pourquoi dans nos cours, on a un cours où il est obligé de venir. De participer. Que ce soit en ligne ou en présentiel, il faut qu'ils viennent. Parce que je pense que c'est par manque d'information aussi. Et de communication. Et de communication qu'ils n'arrivent pas vraiment à trouver leur place au milieu du nouveau couple mère-enfant. C'est ça. Donc, si vous avez ces 3 clés-là, je pense que je ne dis pas que votre postpartum sera sans bobo. Non. Il sera, tout va se passer bien à 100%, mais vous allez mieux vivre tous les bouleversements, les changements que vous allez pouvoir observer pendant votre postpartum, et donc vous aurez une maternité beaucoup plus épanouie. Donc en tout cas, on retient la préparation, c'est vraiment le plus important, et l'accompagnement dans la mesure du possible, en tout cas. Mais merci beaucoup, Michel. On a appris, tu m'as fait rire sur beaucoup de choses. Je pense que nos mamans aussi qui se préparent à ça, mais n'ayez pas peur, mesdames. Ça, au final, on gère. Hein. Non, c'est rien. Ça se chauffe un peu plus, ça te laisse. Ça se chauffe un peu plus, ça te laisse, c'est ça. Et puis on évolue, et puis on avance, c'est ça. Alors, le mot de la fin, Michel, c'est, je demande à mes invités à chaque fois un petit mot pour ton mari ou tes enfants. Enfin, si tu as un mot, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Mais c'est le mot de la fin. Je me pose la question à chaque fois. D'accord. À mon mari, je veux juste dire qu'il est exceptionnel. Il a donné une autre saveur à mes maternités, et je suis tellement heureuse de l'avoir à mes côtés, à mes enfants, que ce sont des trésors et qu'ils illuminent ma vie. Oh. Elle va nous faire pleurer. On va pleurer. À chaque fois de fin d'émission, on va pleurer sur les mots des mamans. Merci beaucoup, Michel. Merci pour ta présence. Et on te retrouve sur la case maternelle. Voilà, sur tes réseaux sociaux. Merci à toi. Merci infiniment. Ah là là.